Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim de l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Amelot, spécialiste marketing automation freelance et dirigeant de Web Anyone. Bonjour Pierre, comment tu vas ? Bonjour Moni, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir Pierre. Pierre, je vais te laisser te présenter auprès de l'audience. Alors moi je m'appelle Pierre Amelot et ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années que mon métier c'est d'aider des entreprises, globalement des PME, à structurer leur business. Donc je les aide à trouver des solutions à leurs problèmes, à industrialiser leurs processus, à les numériser, à mettre en place les bons outils, les bonnes équipes. Et je fais de l'hébergement de logiciels open source, qui est une de mes activités où, pour faire simple, je prends des logiciels qui sont en open source et je les mets en SaaS pour mes clients. Pour démarrer, quelle est l'erreur que tu vois le plus souvent en 2021 dans le marketing B2B ? Pour moi, la plus grosse erreur, la première erreur, c'est de croire que l'outil, le logiciel, fait la stratégie. Je pense qu'on doit ça aux éditeurs de logiciels de marketing, surtout les éditeurs américains qui sont arrivés sur le marché européen en 2014, où en fait, ils ont fait croire aux entreprises que si tu t'équipais d'un logiciel marketing, le reste du boulot était fait. Et souvent, moi, l'exemple que je prends, c'est que un logiciel, c'est comme un couteau de cuisine. Et si tu sais pas ce que tu veux cuisiner, t'as beau avoir un couteau, si ton frigo il est vide, ça va être compliqué de sortir un repas ce soir. Et donc, pour moi, l'une des plus grosses erreurs que je vois sur le marketing, c'est un peu le solutionnisme technologique. J'ai une technologie, j'ai une brique techno, j'ai un logiciel ou j'ai plusieurs logiciels et tout ça va faire que j'ai un résultat. Et bien souvent, je vois des décideurs, des managers, des dirigeants prendre des décisions sur des choix technologiques sans se rendre compte qu'en fait, derrière, ça implique la mise en place d'une équipe avec 5 personnes à temps plein. Ça implique d'acheter du trafic, d'être présent en référencement naturel, de produire du contenu, de définir une stratégie. Puis bien souvent, la stratégie marketing, c'est peut-être la deuxième erreur que je vois. Elle est liée avec la stratégie d'entreprise. Moi, il m'est déjà arrivé, surtout dans des très grosses structures, où on me dise Pierre, on veut mettre en place une stratégie marketing, puis on se rend compte que c'est pas aligné avec le commerce, ils ont pas la même stratégie, c'est pas aligné avec la stratégie d'entreprise. Puis là, tu te dis mais je veux bien qu'on travaille dans notre coin, mais c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, on peut le faire, mais si vous voulez qu'on ait des résultats et qu'on se dise c'est rentable, il faut que la stratégie d'entreprise, la stratégie marketing et la stratégie commerciale seront alignées. Donc en synthèse, du solutionnisme technologique et un non-alignement des équipes et on n'arrive pas forcément des fois à aligner correctement les enjeux des différentes équipes dans l'entreprise. Donc supposons que demain, il y a un client qui t'appelle, un client qui a essayé un peu de faire du marketing automation, qui a acheté des outils, etc., qui n'a pas réussi. Du coup, il t'appelle pour que tu l'aides. Qu'est-ce que, typiquement, toi, tu vas mettre en place en matière d'étapes, de steps, pour l'aider à réussir ? Voilà, la première étape, quand je discute avec un prospect, c'est de lui dire « t'es qui ?» C'est quoi ton entreprise? Tu fais quoi? Que ce soit un freelance ou une très grande boîte internationale, la première chose, c'est en termes d'entreprise, qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu vends? Quel service? Quel produit? À qui tu le vends? Donc en commerce, on va parler de cible commerciale, en marketing, on va parler de persona. Qui est ton persona? Et bien souvent, je regarde et je tâte la maturité de mon prospect en face. Est-ce qu'ils ont travaillé leur persona, ils ont passé des milliers d'heures dessus et ils le connaissent par cœur? Est-ce que c'est le tout début? Parce que des fois, c'est des entreprises bien établies, mais on ouvre un nouveau pays et le persona change légèrement. Ou on ouvre une nouvelle branche. Ou c'est des boîtes qui sont en lancement. Et moi, je repasse souvent là-dessus. Donc, étape numéro 1, qui est ton persona? Étape numéro 2, quel est ton besoin? Et bien souvent, quand on a fait ça, on a fait une grosse partie du travail de connaissance de la cible. Et déjà, tout ce travail de définition de la cible, il prend énormément de temps. Alors, c'est du temps de travail, mais c'est aussi du temps calendaire. On a besoin de digérer les infos et on est en train de parler de plusieurs mois de travail la plupart du temps pour arriver à sortir une cible qui soit cohérente, à aller faire les bonnes interviews, à bien comprendre comment ça se passe sur le marché. Donc ça, c'est les premières étapes. Et ensuite, alors bien souvent, moi j'ai le cas d'une PME qui me contacte et qui me dit je viens de signer chez tel éditeur, en général un gros américain, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et là je leur dis en fait on va déjà mettre en pause la licence parce qu'en fait il va nous falloir peut-être 3-4 mois avant d'arriver à ce qu'on l'utilise. Et déjà t'es qui, tu fais quoi, tu vends quoi? Puis après étape numéro 1, quel est ton persona? Quel est son besoin? Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place comme scénario quand on parle de campagne marketing automation ou de scénario marketing automation? On parle d'un ensemble d'actions de communication, d'actions commerciales et d'actions de marketing.
Donc c'est là où je disais tout à l'heure, il faut aligner les stratégies en disant qu'est-ce qu'on fait dans l'année. Tu vois, il m'arrive souvent d'arriver chez des industriels qui font déjà, par exemple, 10 salons dans l'année. Ça, on va le mettre dans un planning et on va se dire, OK, quels sont les salons qu'on fait les 12 prochains mois? On a déjà un blog sur lequel on produit régulièrement du contenu. Tiens, on produit un nouvel article tous les mois. On a déjà une newsletter qu'on envoie 4 fois par an. Donc, on prend tous ces éléments-là et on va déjà les mettre à plat pour communiquer à tout le monde, que tout le monde soit au courant. Et puis après, on va se dire, OK, qu'est-ce qui nous permet de générer du business avec ça? Alors, bien souvent, on va le découper en 3 catégories. Génération de leads, sales automation, animation de communauté. La génération de leads, c'est j'ai des visiteurs sur mon site ou mes sites internet, comment je les transforme en prospects, comment je récupère les coordonnées de mes prospects. L'étape numéro 2, c'est sales automation, comment je travaille avec mes prospects ou mes clients qui ont déjà acheté il y a un moment, qui sont à nouveau mes prospects, et comment je peux rentrer dans une séquence de vente. En sortant de... Alors, je vais sortir des 2 extrêmes qui sont je fais du phoning avec mon équipe commerciale et je fais du cold emailing parce que je pense que ça marche à fond. En fait, il y a plein d'autres manières de faire. Comment j'anime mes prospects, comment je les amène à maturité pour qu'ils aient compris qu'ils aient un besoin et que je peux peut-être les aider. Et l'étape numéro 3 c'est l'animation de communauté. Et bien souvent, moi, ce que je vois dans ces PME-là, c'est qu'il y a des choses de base qui ont été mises en place. On a un site e-commerce, on a un site internet, on a un site e-commerce, on a une marque qui est posée, on fait des relations presse, on produit une newsletter. Et puis je leur dis, OK, c'est cool, vous mettez plein d'énergie, mais est-ce que vous mesurez? Est-ce que vous savez aujourd'hui votre newsletter à combien de personnes vous l'envoyez? Souvent, ça, on est capable de me répondre. Mais elle vous rapporte combien de chiffre d'affaires? Et bien souvent, on est incapable de me répondre. Et donc là, l'idée, elle est de dire, OK, comment on va commencer à mesurer ces actions et à se dire, est-ce qu'on en est content? Alors des fois, la mesure, c'est du chiffre d'affaires. Des fois, la mesure, c'est est-ce que mon prospect devient client? Et des fois, la mesure, c'est combien j'ai de contacts dans ma base, comment je le fais grandir ou quel est le taux d'ouverture. Alors, j'aime pas trop les taux d'ouverture parce que techniquement, ils sont toujours faux. En fait, il faut savoir que quand on envoie un email, tu as des systèmes qui les ouvrent automatiquement. Un email sur Google Apps ou sur Gmail, il est ouvert par défaut. Et tu as des systèmes qui les ouvrent jamais. Donc du coup, c'est quoi les bonnes métriques en fait? C'est un visiteur, un prospect ou un client qui a lu ton email, qui a cliqué dedans et qui arrive sur ta page et qui a visité 1, 2, 3, 4, 5, 10 pages. Ça, c'est une bonne métrique. Par rapport au persona, quelle est ta manière de faire pour bien les définir, pour bien les comprendre et ensuite pour bien développer leurs besoins spécifiques? Pour moi, la première action que je fais dans ce cas-là, c'est mettre autour de la table les différents métiers de l'entreprise. Que ce soit le commerce, le marketing, la communication, la direction, mais aussi le support, les RH, la prod, le SAV, voilà, toutes les personnes, tous différents métiers. En général, je mets 6 à 8 personnes autour de la table. Et ces personnes-là, je commence par leur dire, est-ce que vous pouvez me raconter, est-ce que vous pouvez nous raconter à qui est-ce que vous servez aujourd'hui? Déjà, c'est très drôle, parce que si tu as 8 métiers autour de la table, tu as 8 visions du monde qui sont différentes. Ils ont tous leur vérité. Et donc, le premier sujet, ça va être de se mettre d'accord sur OK, c'est qui votre cible? Pour les commerciaux, c'est à qui vous vendez. Pour les marketeurs, c'est vous essayez de générer quel type de prospect. Pour la prod, c'est vous produisez pour quel type de client. Et en fait, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Ils ont tous une part de la vérité et l'idée, va être de se mettre d'accord sur une vision unifiée et de prioriser. Parce que bien souvent, on vend à des gens où, par exemple, 80% de notre business, c'est envers 2 cibles. Puis après, les 20% restants, c'est envers 10 cibles. Et là, la question, c'est qui est-ce qu'on priorise? Et après, on va faire du terrain, donc soit sur des retours de rendez-vous commerciaux, soit sur des interviews qu'on fait en interne ou à l'externe, soit sur des études de marché. Et l'idée va être de venir enrichir ces profils avec des informations sociodémographiques, avec des informations de comportement dans l'industrie et ce genre d'éléments. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail qualitatif avec l'équipe et quantitatif, eh bien, on commence à avoir des résultats. Moi, en général, ce que j'imagine, c'est qu'en ayant un questionnaire auto-administré en ligne avec 150 réponses et 20 à 30 interviews, on a un persona. Et on a un peu de boulot quand on fait ça. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que quand on envoie les différentes équipes sur le terrain pour faire les interviews, et moi, je demande à ce que ce soit les équipes de l'entreprise la plupart du temps qui le font, parce que c'est ça qui amène de la valeur et qu'on comprend bien notre cible et qu'on échange avec. La plupart du temps, les retours qu'on a, c'est j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai mieux appris, mieux compris qui était mon client et je suis capable de mieux le servir demain dans mon métier. Et ensuite, on en fait une fiche synthétique et dans une entreprise qui a des bureaux et potentiellement des collaborateurs dans différents bureaux, ce que moi j'invite à faire, c'est de noter la date sur le persona avec le numéro de version et de le diffuser dans les différents bureaux et de demander à ce que ce document soit imprimé au mur.
imprimés et affichés au mur. Et l'idée, c'est de dire à l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit la taille de la boîte, voici les personnes pour lesquelles vous travaillez. Et ça permet de commencer à infuser une culture d'entreprise qui est orientée client. Bien souvent, quand on commence à faire ça, on a deux réactions. On a la réaction de la personne qui dit « mais en fait, il manque des éléments, votre persona, il n'est pas complet ». Et donc, ils vont venir remonter des éléments qui va permettre de faire une V2, une V3, une V4 au persona, d'où le numéro de version et la date, ce qui permet d'envoyer les nouvelles versions quand elles sont à jour. Et ensuite, on a certains qui te disent en fait, vous avez défini 3 personas, mais moi, je travaille pour un 4e. On fait quoi? Est-ce que mon métier il sert à quelque chose? Est-ce que c'est une stratégie de l'entreprise? Ou est-ce qu'en fait, il faut que je fasse autre chose? Et donc là, l'idée va être soit de choisir un 4e persona, parce que moi, je déconseille un 3 personas, c'est déjà beaucoup, quelle que soit la taille de la boîte. Moi, j'ai des boîtes de plus de 10 000 personnes ou 100 000 personnes que j'ai accompagnées. 3 personas, c'est largement suffisant pour faire du business et le faire bien. Voilà. Et ensuite, se poser la question de, OK, mais s'il y a des gens qui travaillent pour d'autres personas, est-ce que ce que ces personnes font, c'est dans la stratégie de l'entreprise? Et si oui, on met à jour et on fait évoluer la stratégie de l'entreprise, les personas. Sinon, en fait, on va recadrer et va remettre de l'énergie pour être plus efficace, meilleur sur notre cœur de métier. D'abord, Pierre, tu nous as parlé de mauvais alignements entre les équipes commerce et marketing. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que tu as effectuées en intervention chez des clients pour les aider, pour aider ces deux départements à travailler mieux ensemble? Ouais, moi, j'ai un exemple que j'aime bien citer. C'est un industriel que j'ai accompagné et on va faire assez simple. Hein. C'est un industriel qui a une dizaine de commerciaux et une personne au marketing et qui, sur une action assez simple, 10 salons dans l'année. Juste, on va mettre un chiffre en face. Un salon, le coût d'organisation au global pour l'entreprise, c'est 50 000 €. Entre le coût du stand, le coût du salon, les déplacements, les hôtels. Voilà. On va faire simple, 50 000 €. Donc, on met 500 000 € par an, un demi-million, pour organiser, participer à 10 salons. Et il y a un truc que moi, je vois souvent et que j'ai vu chez eux. Ils reviennent du salon avec 400 cartes de visite. Chaque salon, ça génère un lot de 400 cartes de visite. Alors, ces 400 cartes de visite, on en fait un tas sur la table de la salle de réunion. Et à ce moment-là, on embauche un intérimaire pendant 3 semaines pour faire la saisie des données qui sont dans les cartes de visite. Et puis, les commerciaux qui ont été absents une semaine sur le salon repartent dans leur boulot et OK. Est-ce que tu sais combien les commerciaux rappellent de contacts suite à un salon? Ils en rappellent la moitié, quoi. En fait, dans cette entreprise, ils en rappelaient 2. D'accord. Donc, du point de vue du marketing, il y a une énorme frustration parce que tu comprends, on met beaucoup d'énergie. Alors, c'était une personne au marketing qui faisait le marketing com. On met beaucoup d'énergie pour pousser l'entreprise, pour organiser des salons et qui dit aux commerciaux, en fait, vous ne faites pas votre taf. Et du côté des commerciaux, leur vision, elle est un petit peu différente. Elle dit, en fait, si vraiment on veut faire plus de chiffre d'affaires, il suffit de diminuer le budget marketing et de mettre un commercial de plus sur le terrain. Ça, c'est une vision du monde des commerciaux. Et puis, en plus, ils te disent, moi, j'ai déjà été absent une semaine. J'ai des prospects qui m'ont appelé pendant ce temps-là, qui demandent des devis. Et si je ne les traite pas maintenant, en fait, moi, je ne vais pas faire mon chiffre d'affaires du mois. Si je ne fais pas mon chiffre d'affaires du mois, je n'ai pas ma prime. Donc, la vision du marketing, c'est une vision moyen-long terme, là où la vision du commerce, c'est une vision court-moyen terme. Donc là, on a fait une première chose et je me souviens de cette réunion où je suis allé voir le dirigeant et je lui ai dit j'aimerais acheter 5 tablettes. Et là, il me dit Pierre, je te paye pour faire du marketing automation, je comprends pas c'est quoi ta demande. Je dis on va mettre en place des tablettes et déjà on va arrêter de récupérer les cartes de visite, on va saisir directement les coordonnées sur le salon. Donc en fait, les 400 coordonnées, au lieu de faire appel à un intérimaire et d'attendre 3 semaines pour que les coordonnées soient dans le CRM, on les a tout de suite. En retour du salon, on a les coordonnées. Donc, j'ai fait un truc simple. J'ai mis un formulaire sur la tablette avec les informations qu'il y a sur la carte de visite. Le prénom, le nom, l'adresse email, le nom de l'entreprise. Et en plus, cette entreprise, elle vendait 3 typologies de produits que je vais appeler A, B, C. Et donc, le commercial sur le salon, il choisissait A, B ou C. Étape numéro 1. Étape numéro 2, on envoie un email suite au salon qui a été écrit et qui est standardisé, qui en gros dit « Bonjour prénom, ça nous a fait plaisir de vous voir sur le salon et on vous rappelle ce qu'on vous fait. » Alors pour être exact, on a écrit 3 emails différents. La différence, elle est en fonction de la typologie de produit A, B ou C. C'est tout. Et on attend 48 heures après le salon, on envoie l'email. Donc on envoie un email à 400 personnes. Et on s'arrête. On laisse les commerciaux revenir et on laisse les commerciaux gérer leurs urgences. On attend 7 jours. Au bout de 7 jours, je prends la liste des 400 et j'en extrais 10. Ces 10-là, c'est ceux qui ont ouvert l'email, cliqué dedans,
et visiter une vingtaine de pages sur le site internet. Donc en fait, j'ai été chercher dans ma liste des 400 ceux qui étaient les plus matures à ce moment-là. Ces 10-là, je suis allé voir le directeur commercial et je leur ai dit, la première fois, je lui ai dit, est-ce que tu peux obliger tes commerciaux à les rappeler? Bon, ils ont un peu râlé, ils les ont rappelés, ils ont fait 8 ventes. On a à nouveau attendu 7 jours et on en a réextrait 10 avec la même règle du jeu, c'est ceux qui avaient ouvert l'email entre-temps, cliqué dedans et visité plusieurs pages sur le site. Donc au final, au lieu d'en rappeler 2, on en a rappelé 20 et on a rappelé des 20 qui étaient matures parce que les commerciaux, ils avaient raison. Ils vont pas rappeler 200 ou 300 contacts. Dans le lot, il y a des gens qui n'ont pas de valeur, il y a des gens qui sont un peu en mode touriste, il y a des gens qui sont pas prêts à acheter maintenant. Et donc tout ça, en fait, ça sert à rien qu'on les rappelle tous. Par contre, la question, c'est quels sont les 10, 15, 20% des contacts que je vais pouvoir rappeler. Là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est du marketing automation. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste mis en place un outil, on a pensé marketing automation. On a structuré une stratégie de génération de leads où je me suis appuyé sur un cas concret, qui est la mise en place des salons. Voilà. Alors ça, c'est le début de l'histoire. Une fois qu'on a mis ça en place, je peux te dire que les commerciaux, la fois suivante, quand tu viens avec 10 contacts et que le marketing te les pousse et te dit, voilà, c'est suite à ce qui s'est passé, en fait, les commerciaux se battent pour les rappeler parce qu'ils savent qu'ils ont, en gros, on avait fait le calcul, ils ont 33% de chance, un tiers, de faire une vente. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils rappellent 10 contacts, ils savent qu'ils vont faire 3 à 4 ventes en moyenne. Donc, les commerciaux, c'est du pain béni pour eux. Voilà. Et puis, on a laissé passer un an. On a fait 10 salons. Et à la fin de l'année, moi, j'ai fait un bilan des 10 salons. Et sur chacun des salons, j'avais un formulaire qui était différent. Donc, je savais le contact de quel salon il venait, s'il était venu nous voir sur plusieurs salons, si derrière, il avait transformé et qu'on avait fait du chiffre d'affaires avec lui, si on l'avait rappelé ou pas. Donc, j'avais toutes ces infos-là. Et en fait, sur les 10 salons, je me suis rendu compte qu'il y en avait 3 qui n'étaient pas rentables. Soit on ne découvrait pas de nouveaux contacts, soit il y avait des contacts qu'on avait déjà vus ailleurs ou qu'on ne générait pas de chiffre d'affaires. Eh bien, à la fin de l'année, je te rappelle, 50 000 € le salon, je suis allé voir le dirigeant de la boîte et je lui ai dit, est-ce que pour l'année prochaine, tu veux bien qu'on fasse que 7 salons au lieu de 10 et que les 150 000 € de budget qui restent, on les mette sur le budget web marketing? Je dis, ça ne te coûte rien, c'est le même budget que cette année. Sauf que, on a la preuve que ces 3 salons ne nous rapportent rien. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on réalloue ce budget et qu'on fasse 150 000 € d'achat de trafic, de production de contenu, de campagne d'email. Et si on signe ne serait-ce qu'un nouveau client, c'est rentable. Il m'a dit, OK, go, on y va. Donc, première année, on avait un budget aux alentours de 30 000 € qui était compliqué à sortir pour l'industriel parce qu'un sou est un sou. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup bosser avec les industriels, c'est que le temps pour qu'ils arrivent à maturité, pour qu'ils aient une certaine conviction, il faut y aller. On ne peut pas faire de l'esbrouf. On est obligé d'être réaliste et concret. Par contre, une fois qu'ils ont compris que ça marche, c'est fusé. Et moi, je l'ai vu, entre autres, sur la 3e année où il est venu me voir. On avait mis 150 000 € sur l'année 2. Et il m'a dit, c'est quoi la limite haute du budget qu'on peut mettre cette année? Parce que je vois que ça fonctionne. Et que j'ai calculé que mon coût d'acquisition, on parle d'industriels qui, quand ils vendent un contrat à l'année, la première année, ils vont faire 80 000 € de vente. La deuxième année, ils vont faire 250 000. La troisième année, ils vont faire 450 000 €. Donc, un nouveau client, ça représente des jolis paniers moyens. Donc, si tu as un coût d'acquisition de 10 000 ou de 20 000 €, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses que on est arrivé sur un problème concret avec un désalignement des équipes, avec les commerciaux qui te disent « Mais attends, mais le marketing fait pas son taf parce que c'est à eux de nous envoyer des leads qualifiés et si vous voulez faire plus de business, mettez un commercial de plus. » Et les marketeurs qui te disent « Mais en fait, nous, on fait tout notre boulot et le commerce, en fait, il fait pas son boulot derrière. » Super exemple et j'aime bien le fait de faire travailler l'offline et l'online en cohérence. Moi, il y a un truc que je dis souvent, le marketing automation, ce n'est pas de l'email marketing. L'email marketing fait partie du marketing automation. Le marketing automation, c'est un mode de pensée. Des canaux sortants, on peut faire du courrier papier, on peut faire de la notification push sur ton mobile, on peut faire de l'envoi de SMS. On peut faire de l'appel téléphonique. On peut faire énormément de choses. Et il y en a beaucoup qui, en gros, se disent « mais je veux faire de l'email marketing ». Alors, c'est bien pour commencer, mais si tu te limites à ça, en fait, tu fais 1%. C'est un petit peu comme si tu achètes une Ferrari pour aller faire tes courses. C'est bien, hein, ça marche. Mais il y a un moment, c'est dommage. Tu aurais pu acheter une voiture beaucoup moins chère si c'est juste pour aller faire les courses. Ça sert à rien. Du coup, comme tu nous parles de canaux, est-ce que tu vois en 2021 peut-être des canaux un peu sous-exploités qui, selon toi, pourraient être intéressants dans le B2B? Pour moi, en B2B, et c'est assez stable depuis plusieurs années, on fait énormément d'emails. On commence à faire un peu de SMS et on essaye de le faire, mais
bien souvent, on a les travers de l'email d'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on fait du SMS, on a une base avec 15 000 contacts et on veut envoyer un SMS aux 15 000. Là, je dis stop, on fait de la segmentation, on fait des trucs propres. Faites pas du SMS pour faire du SMS. Il y a moyen de faire des choses beaucoup plus intelligentes. Donc ça, c'est... Voilà, on commence à faire du SMS. La notification push dans le navigateur, ça a été à la mode il y a 2 ans, 3 ans. C'est un petit peu plus calme maintenant parce que c'est quelque chose qui marche. Alors, ça marche bien quand les gens acceptent la notification, mais j'ai vu peu de marques arriver à l'utiliser de manière vraiment pertinente. Je donne un exemple. On a un blog avec du contenu. En B2B, on va générer des leads dessus, et quand tu vas arriver dessus, on va te demander sur ton navigateur si tu acceptes qu'on te fasse un push. Et en fait, si on te fait un push, même si tu n'es pas sur le site, je peux t'envoyer une notification sur ton ordinateur. Ça marche plutôt très bien. Et en fait, ça te permet d'aller pousser du contenu, par exemple, une notification qui va apparaître directement sur l'ordinateur de la personne qui va le voir. Il n'y a pas de canaux magiques. Souvent, on va faire du offline et du online, du salon, de l'appel téléphonique, de l'email à froid, de l'email à chaud. Je vois pas en 2021 de canaux spécifiques qui ont une vraie action. Je suis en train de tester des outils comme de la carte postale qu'on peut faire manuscrite et qu'on peut industrialiser. Donc en fait, on a des outils qui vont écrire avec un stylo. Donc tu as des robots qui vont écrire avec un stylo, avec une typo qui est manuscrite, des choses hyper intéressantes. Pour l'instant, c'est des tests. Je suis en train de voir si ça scale et si on peut mettre en place des outils et des procédures qui sont déployables sur plusieurs clients. Voilà. Et après, il y a un truc qui marche bien, c'est le colis, le cadeau, les cookies, la bouteille de vin ou un équivalent pour remercier un client, parce que souvent on parle de marketing automation pour de l'acquisition, mais il ne faut pas oublier la partie rétention. Remercier un client qui est client chez toi depuis 6 mois, depuis 1 an, lui envoyer un petit mot, lui envoyer une boîte de cookies, quelque chose comme ça. Et de plus en plus, on a des outils qui permettent via des web services de déclencher des commandes et donc de faciliter le lien avec un outil de marketing. Est-ce que durant ta carrière, il y a une chose par rapport au marketing automation dans laquelle tu as changé d'avis ou bien tu as fait évoluer ta philosophie? Plus le temps passe, plus j'affirme la position sur laquelle que tant que tu n'as pas défini ton persona et ton besoin, on ne peut rien faire. Et il m'est arrivé d'accepter peut-être il y a 7, 8 ans, peut-être encore il y a 6, 7 ans, des missions sur lesquelles le persona et le besoin n'avaient pas forcément été très bien définis et d'être plutôt en mode exécution de comment on optimise une newsletter, comment on optimise un contenu. Et aujourd'hui, j'en fais un point de passage obligé en disant me demandez pas de construire un mur si on n'a pas fait les fondations avant, parce que je sais déjà ce qui va se passer, ça va s'écrouler. Voilà. Tiens. Et après, dans les choses que moi j'ai vu évoluer, alors je dirais pas que ça a changé ma vision, mais les agences conseils, les indépendants, il y a eu une certaine mutation et on a des agences qui n'y connaissaient pas grand-chose il y a 10 ans, et c'est normal, et qui aujourd'hui sont en train de se spécialiser. Alors c'est assez marrant parce que je connais pas ou peu d'agences généralistes qui savent vraiment faire l'ensemble du scope, mais on a des agences de plus en plus pointues pour avoir des sites de qualité qui chargent vite, des agences de référencement naturel très efficaces, des agences d'ADS très efficaces, des agences qui font du contenu. Et quand on arrive à piloter cet écosystème et à faire travailler les bonnes personnes, alors je dis agence freelance, mais ça va dépendre de la taille d'équipe, ça va dépendre des enjeux, des volumes. Et quand on arrive à trouver les bons prestataires, les bons partenaires et de travailler avec eux, et ça c'est des choses où il y a 8 ans, j'étais moins à l'aise pour proposer une stratégie complète parce que c'était difficile de trouver les compétences. Aujourd'hui, on est capable, en français, en anglais, c'est les principales langues sur lesquelles je travaille, de sortir des stratégies et de délivrer des choses qui sont ultra efficaces avec les bonnes personnes, qui utilisent les bons mots, avec la bonne analyse, les bons data scientists. Voilà, ça c'est des choses aussi... dans les choses que je vois aussi évoluer, on peut parler un petit peu de data science. De plus en plus d'entreprises comprennent le pouvoir et la valeur de la donnée. Et donc, quand elles ont compris ce qu'il y avait derrière, sont en capacité de prendre des décisions beaucoup plus intéressantes parce qu'elles ont de la donnée. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes en particulier dans n'importe quel domaine, que ce soit business ou marketing ou autre?
Moi, il y a un livre qui m'a marqué il y a quelques années et je te parlais tout à l'heure d'expérience client et des équipes qui sont alignées pour servir le client. J'aime beaucoup le livre de Jonathan Lefebvre qui sur le support de Captain Train. Jonathan a expliqué l'envers du décor de tout le service support qu'il a mis en place chez Captain Train et entre autres aujourd'hui, je sais qu'il est en train de remonter une équipe support chez Memobank. Donc c'est les mêmes fondateurs, hein, Captain Train et Memobank. Et Jonathan, pour l'avoir rencontré dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est adorable, qui est très discret. Et en même temps, à chaque fois que tu l'écoutes parler, ultra pertinent. C'est un fan d'optimisation et d'industrialisation de processus. Voilà, comment gagner du temps. Et son livre, en fait, il m'a à la fois conforté dans cette notion d'expérience client, elle est essentielle. Et en même temps, il m'a reposé au propre tous les basiques. Et moi, je l'utilise souvent comme, OK, si tu comprends pas pourquoi tu as un intérêt à être au service de ton client, lis le bouquin. Même si ton idée, moi j'ai des clients, ils sont pas du tout en train de travailler sur la notion de support ou de service client. Des fois, c'est des dirigeants de boîte dans l'industrie et qui se posent la question de comment faire en sorte que leur boîte, on passe de je fais des trucs à je fais des trucs pour servir mes clients. Et ça m'aide aussi à reposer en disant, en fait, l'expérience que tu fais vivre, elle est essentielle, quoi. Est-ce qu'il y a des outils de marketing que tu recommandes en particulier? Moi, il y a un outil que j'utilise, je crois que je suis client chez eux depuis 8 ans, un peu plus peut-être même, Buffer, qui me permet de publier sur les réseaux sociaux, de faire ma curation, de faciliter l'usage des réseaux sociaux sur une approche curation, donc faire de la veille repoussée. Et puis, voilà, sur un outil plutôt social media, marketing, communication. Et sur un outil de marketing automation, moi, je suis fan d'un logiciel qui est open source, qui s'appelle Mautic, MAUTIC, qui est utilisé aujourd'hui par 500 000 entreprises à travers le monde et ça grandit, et qui, à ma connaissance, parmi les 7500 logiciels du marché, est le seul qui est open source. Je pense que le marché de l'open source va continuer à évoluer. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une brique logicielle qui fonctionne bien et qui marche plutôt bien en B2B avec des PME, à tel point qu'aujourd'hui, moi, j'ai des clients, des prospects, des clients qui me sollicitent pour faire de l'hébergement de ce logiciel. Ce que je disais tout à l'heure, mon activité de prendre des logiciels open source et de les mettre en SaaS. Voilà, donc c'est encore une fois, il n'y a pas de bon outil de marketing automation. Il y en a plusieurs, des centaines qui tiennent la route. Et dans un cas spécifique, dans votre cas à vous, il faut trouver l'outil qui correspond. Moi, je trouve qu'en B2B, sur des activités où on a quelques dizaines ou quelques centaines de salariés, on est en capacité de faire des choses très intéressantes avec Mautic. Après, voilà, il a comme concurrent HubSpot ou Pledzi et on a des fonctionnalités qui sont similaires. On a un logiciel qui fonctionne plutôt bien, qui est open source, qui est pratique à prendre en main et qui est assez puissant. Moi, je l'apprécie parce que j'utilise au quotidien et puis j'utilise au quotidien chez les clients. Donc, tu me dis que ce logiciel est open source. C'est quoi le vrai avantage, le vrai bénéfice pour une personne qui utilise un logiciel de marketing open source plutôt qu'un logiciel comme un HubSpot ou Pledzi, etc. Il y a un premier enjeu, et moi je l'ai souvent dans les discussions que j'ai avec mes clients, c'est la propriété de la donnée. Il ne faut pas oublier que si tu utilises un logiciel qui est édité par un éditeur américain ou qui est hébergé sur le sol américain, donc l'un ou l'autre, déjà tu es sous un certain nombre de lois, entre autres le Patriot Act, qui fait que le gouvernement américain peut récupérer tes données. Et on voit régulièrement de l'ingérence du gouvernement américain au sens large du terme sur des enjeux de rachat de boîtes, sur l'usage de données internes. C'est pas juste des fantasmes, c'est la réalité de ce qui existe. Regardez ce qui s'est passé entre autres avec Alstom et les rachats et les procès antitrust qu'il y a eu, hyper intéressant, mais aussi hyper flippant pour le business. Donc moi, j'ai de plus en plus d'entreprises qui me disent « je veux des données hébergées sur le sol européen ». Alors, quand c'est des entreprises suisses, sur le sol suisse ou sur le sol allemand, sur le sol français, et je veux être propriétaire de mes données. Voilà. Et puis après, il y a une question de coût. C'est simple, aujourd'hui, par rapport à un HubSpot, l'exploitation d'une instance Mautic, on va être 15 fois moins cher. Parce qu'en fait, il n'y a pas de licence logicielle à payer. Alors, il faut être intelligent. On ne peut pas juste utiliser l'open source pour l'utiliser. Il faut aussi participer à la communauté. Et donc, moi, c'est ce que je fais avec mes clients, où on va commiter des choses, on va faire évoluer, développer des nouveaux plugins, les mettre à dispo de la communauté. Donc, c'est le jeu de l'open source. Donc, c'est pas gratuit. Moi, souvent, on me dit « Ah, open source, c'est gratuit ». Non. Si vous voulez aller sur mautic.org et télécharger le zip du logiciel, vous pouvez le faire. Vous allez avoir 350 000 lignes de code dans un zip sur votre ordinateur.
Ensuite, je vous souhaite bien du courage. Si vous n'êtes pas un techos, c'est pas votre métier. Et donc, c'est pas gratuit parce qu'un coût d'hébergement, de payer un technicien ou un développeur pour faire l'installation, les mises à jour, etc. Donc, c'est pas gratuit. Par contre, c'est moins cher. Et aujourd'hui, il faut pas oublier que les gros éditeurs américains, si je reprends le cas d'HubSpot, c'est un très très bon logiciel pour une typologie d'entreprise un peu particulière. Moi, j'ai déjà eu aujourd'hui des éditeurs qui m'ont contacté, éditeurs de logiciels, en me disant j'installe HubSpot. Et moi, je leur dis mais pourquoi? En fait, HubSpot est très bien pour des équipes commerciales qui ont des deals à 100 000 euros par an et qui ont 50, 80 commerciaux. Voilà, ça c'est HubSpot. En dehors de ça, c'est dommage parce qu'en fait, on va payer des licences très chères et on va pas l'utiliser. Et puis après, il y a un enjeu de la data. Voilà. Donc, il y a un enjeu RGPD et il y a un enjeu sur le coût. Et puis après, il va y avoir un dernier enjeu sur la facilité de déploiement. Quand c'est de l'open source, si tu as une fonctionnalité qui te convient pas, tu peux faire une évolution dans le logiciel. Quand c'est pas de l'open source, alors tu peux faire. La plupart des dirigeants et dirigeants d'entreprise vont pas le faire elles-mêmes, mais tu peux payer quelqu'un pour le faire. En tout cas, c'est possible. Alors que quand tu es chez un des gros éditeurs, quel qu'il soit, même sur les éditeurs français, en fait, tu discutes avec l'équipe produit, quand c'est possible, tu leur demandes une nouvelle fonctionnalité, et si c'est pas prioritaire, c'est pas prioritaire. Si tu devais donner un conseil à toi il y a un an pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi? Sacrée question. Au mois d'il y a un an, c'est continue et accélère tes projets. Continue à pratiquer. En fait, moi, ce qui me permet de rester toujours à jour, c'est le boulot que je fais avec mes clients qui m'oblige à me remettre en cause. J'interviens dans plusieurs incubateurs et entre autres l'incubateur de l'EM Lyon. Et donc, l'accompagnement que je fais auprès de ces startups remet régulièrement en jeu l'ensemble de mes connaissances parce que je vais dans plein d'industries que je ne maîtrise pas forcément au départ. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, j'ai mes propres projets. Alors, ce que certains vont appeler des side projects, et moi, j'essaye de faire en sorte que ces projets soient un peu moins des sides, dans le sens où ils génèrent un petit peu de chiffre d'affaires et permettent de rentabiliser le temps que je vais passer dessus pour que ces projets, je continue à prendre. La différence, c'est que chez un client, je travaille avec le budget de mon client et c'est lui qui va prendre la décision, on va la prendre ensemble. Là où, sur mes projets, je travaille avec mon propre budget. En général, j'ai un peu moins de moyens que mes clients, voire beaucoup moins de moyens. Par contre, je suis le seul à prendre la décision. Et donc, des fois, je vais faire des tests en sachant que, en fait, je pense que je vais me planter, je pense que le truc fonctionnera pas, mais j'ai envie d'aller au bout du truc pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, régulièrement, moi, je fais des tests et je fais de la R&D, soit sur qu'est-ce qui se passe si je mets en place telle séquence d'email, qu'est-ce qui se passe si dans telle industrie, je suis un peu plus pushy. Voilà. Et je regarde ce que ça donne en termes de résultats. Il faut être honnête, 9 fois sur 10, en fait, j'apprends que ce que je suis en train de faire ne fonctionne pas. Et je garde là 1 fois sur 10 pour faire un cas d'usage, et ce cas d'usage pour le déployer chez un client, le tester, et petit à petit, en fait, tester plein de nouvelles choses. Voilà. Et donc moi, je garde toujours ça, et si je devais revenir un an en arrière, je me dirais au mois de maintenant, d'il y a un an, continue à bosser sur ces projets et accélère et garde bien du temps pour ça. C'est hyper important que de garder du temps pour faire de la R&D et des tests. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine assurance chez mes clients sur ce qu'on met en place, ça va fonctionner. Pierre, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites à l'audience. Merci. Du coup, si l'audience veut se connecter avec toi, comment ils font? Quel est le meilleur moyen de te rejoindre? Je suis sur Twitter et je suis super joignable. Donc, si vous voulez qu'on échange, c'est le meilleur réseau social de mon point de vue. Vous pouvez aussi me connecter sur LinkedIn. Mettez-moi un petit message pour me dire d'où vous venez. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a des questions, avec grand plaisir pour y répondre. Et sinon, directement sur mon site internet, pierre.amlo.fr. Et voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Il y a un chat, il y a mon adresse email. Et voilà. Globalement, si vous devez retenir une seule chose, Pierre_A sur Twitter, c'est très bien. Ok, super. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Pierre, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.